bonne gouvernance. Ressources naturelles, Agriculture et élevage. droits humains, Cohésion sociale. corruption, Sécurité. devoir de rédivabilité. Bonsoir et bienvenue. C'est la Constitution du 2 juin 1991 qui l'a exigé. Le Burkina Faso est organisé en collectivité territoriale. La mesure implique la décentralisation, le développement par la base. Plus de 3 décennies après, où en sommes-nous? Les citoyens sont-ils impliqués dans ce processus? Quid de la transparence et de la redevabilité? Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Face aux Veilles, on s'y penche. Votre rendez-vous télé coproduit par la télévision BF1 et le studio Yafa de la Fondation Hirondelle au Burkina Faso. Bonne gouvernance, participation citoyenne, transparence et redevabilité au niveau local. Voilà le thème qui nous réunit ce soir. Et pour ce faire, nous ferons un tour d'horizon de la prise en compte de ces principes de bonne gouvernance et nous partagerons avec vous des solutions pour une meilleure participation des citoyens. Et pour en parler, nous recevons des personnes ressources de premier choix, n'est-ce pas, Astrid Nikema? Tout à fait, Abdoul Razak Traoré. Et sur ce plateau, nous avons René Ouedraogo, directeur de la gouvernance locale au ministère en charge de l'administration territoriale, Mohamed Sawadgo, président de la délégation spéciale de Saponis dans la région du Centre-Sud, Sébastien Kima, secrétaire exécutif de l'Association des municipalités du Burkina, Herman Douagno, secrétaire exécutif du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, CRAFP. Et nous avons également un public composé de membres du comité de veille citoyenne du CRAFP, un public également averti de cette question. Oui, vous êtes bien à votre rendez-vous mensuel Face aux Veilles et comme annoncé, nous parlons ce soir de la participation citoyenne avec nos invités sur ce plateau. Dans la préparation de cette émission, comme il est de coutume, nous avons réalisé un sondage avec notre partenaire Viamo, le 3-2-1. Astrid Nikema, dites-nous tout. Que disent les résultats de ce sondage? Razak, au total, 4000 auditeurs ont répondu à notre questionnaire publié le 20 juin dernier en français, Mouré Dioula, sur la plateforme. 87,7% des personnes qui ont souhaité participer au sondage ont le sentiment de pouvoir jouer leur rôle pleinement. De participation citoyenne dans la gouvernance locale au Burkina Faso contre 6,6% de répondants qui ont un sentiment contraire. À la même question, il faut noter que 5,7% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Sur une échelle de 1 à 5, 55% des participants à ce sondage évaluent la redevabilité dans la gouvernance locale du Burkina Faso comme significative. 20,3% pensent qu'elle est modérée. 7,2% pensent qu'il n'y a aucune redevabilité dans la gouvernance locale au Burkina Faso. 5,5% pensent que cela est faible. Et 11,9% des participants n'ont pas voulu se prononcer sur la question Razak. Merci Astrid Nikema. Tout de suite, je me dirige vers M. Herman Douagno. Vous êtes le responsable du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Tout de suite, quand vous regardez ces chiffres, est-ce qu'ils vous parlent? Merci beaucoup, Razak. Merci à BF1 et au projet Face aux Veilles de nous offrir cette tribune donc, pour échanger sur une question aussi importante que la gouvernance locale en ces temps et en ce contexte où nous parlons donc de la refondation de l'État et aussi de la redéfinition du mode de gestion des territoires. Pour ce qui est du sondage, ce qu'il faut relever, c'est qu'effectivement, nous sommes très en phase avec ce qui ressort comme résultat. Pour le justifier, il faut dire qu'actuellement, contrairement à ce dont on serait attendu,
c'est que la période transitionnelle qui est actuellement en cours, avec donc des délégations spéciales, offre plus d'opportunités de participation aux citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu politique et on a des autorités qui sont plus ouvertes que les autorités élues en son temps. Et donc aujourd'hui qui également consultent ces populations et également se prêtent à un devoir de redevabilité assez soutenu. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut dire, ce qui vient corroborer donc, les sondages, les chiffres de sondage que vous avez réalisés et qui nous fait espérer en se disant que bon, nous allons utiliser en tout cas ce contexte qui pour nous est une opportunité pour renforcer davantage ces mécanismes et faire en sorte que quand on va passer donc à des organes élus, qu'il y ait déjà une base pour permettre à la population de continuer donc à jouer ce rôle-là. Merci, M. Douanier. M. Sébastien Kima, vous représentez ce soir la municipalité. Oui, évidemment. Alors, comment vous voyez ces chiffres? Est-ce qu'ils vous parlent également? Merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur les remerciements de mon prédécesseur pour gagner en temps. Mais je dois dire qu'on se réjouit quand même de constater que les populations se sentent déjà concernées par ce qui se passe au niveau local. Et ça, c'est dû au fait aussi qu'il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place pour leur permettre aussi de s'intéresser à la gestion des affaires locales. D'ailleurs, c'est l'objectif qui était visé depuis 1991, lorsque le pays a décidé d'aller vers la décentralisation. Et comme il l'a dit, je pense que actuellement, d'ailleurs, cette période de transition, c'est une période où on constate que les populations sont... D'ailleurs, il a dit quelque chose qu'ils sont consultés. Non, je pense que même les populations exigent actuellement d'être consultées, de participer à la gouvernance au niveau local. Et ça, je pense que c'est l'aboutissement d'une trentaine d'années d'efforts dans le processus de décentralisation. Et je me réjouis qu'avec ce taux, ça veut dire qu'en trois décennies à peine, les gens ont pris conscience de leur rôle dans le développement de leur localité. C'était pas évident. Je vous dis qu'il y a des pays, même en Occident, qui ont commencé, qui ont mis des siècles avant de pouvoir arriver à ce que les populations s'intéressent réellement à leurs affaires locales. Ici, nous sommes au 3e cycle de la décentralisation et nous constatons que les gens vraiment commencent vraiment à s'intéresser. Et de toutes les façons, je pense que l'avenir, ceux qui seront là à l'avenir ne pourront pas faire autrement que dans ce sens-là. Parce que c'est un mouvement, j'allais dire, populaire qui est en train de se développer. Et ça, vraiment, nous, en tant qu'association, nous nous réjouissons de constater que les chiffres sont aussi bons que ça. Merci beaucoup. Et vous, M. Ouedraogo, vous êtes le directeur de la gouvernance locale. Direz-vous que cette gouvernance elle est réellement inclusive? Merci bien, madame. Alors, je dirais bien qu'elle est inclusive. Et je me réjouis également des résultats qui ont été présentés. Cela témoigne véritablement de l'importance qu'accorde la population par rapport à la gestion des affaires locales. Alors, les résultats auraient été autrement, on se serait étonné, parce que quand vous regardez, déjà nous sommes dans une situation transitoire avec la mise en place des délégations spéciales. Alors, quand vous regardez la composition des délégations spéciales, la moitié des membres de la délégation spéciale sont des acteurs qui étaient censés accompagner les communes dans la gestion des affaires locales. Et eux se retrouvent dans la gestion même des affaires locales. Donc, ça veut dire que les conseils, les recommandations qui auraient dû être formulées à l'endroit des élus, alors ce sont les mêmes acteurs qui sont amenés à les mener. Voilà, donc, nous pensons que les résultats qui ont été présentés, en tout cas, sont satisfaisants. Et nous pensons que dans les années à venir, ça devrait s'améliorer. D'accord. À ce sujet, nous avons recueilli également l'avis de quelques concitoyens à Bobo-Dioulasso, Koudougou, Wayugia, Fadangourmand et Kaya. Donc, je vous invite à les suivre. Cette période, la jeunesse
doit s'impliquer et comme jamais dans la gestion de la chose publique. Donc c'est d'impliquer les jeunes partout, dans les communes, au sein du gouvernement, parce que les jeunes ne sont pas seulement sanguins. Les jeunes, quand on les fait confiance, en tout cas, ils font des exploits. Pour moi, la participation citoyenne, c'est déjà, je dirais, aider la municipalité dans la réalisation des activités, la programmation annuelle des activités et même participer au conseil. Les conseils que les mairies organisent, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, les sessions ordinaires ou extraordinaires. À travers ça, ils peuvent poser des questions et puis chercher à comprendre. En même temps, voir ce qu'on a programmé, est-ce que ça a été réalisé. La jeunesse peut s'impliquer à plusieurs niveaux, surtout dans la veille citoyenne. Les jeunesses peuvent s'activer à rendre la commune plus propre à travers peut-être le curage des caniveaux et autres activités. Sinon, moi, de mon point de vue, je crois que la jeunesse est pleinement dedans. Dans l'ensemble, en tout cas, je vois que les jeunesses sont intéressées par le développement de la commune. Pour moi, la participation citoyenne, c'est la mobilisation de tout un chacun, de participer d'une manière ou d'une autre pour que le pays puisse aller de l'avant. Les jeunes peuvent s'engager et doivent s'engager en étant les relais de bonnes informations et de bons exemples auprès donc, de la masse populaire. Pour moi, la participation citoyenne, les jeunes doivent participer pour aider le président de la transition et par des activités d'encouragement. Par exemple, les meetings qu'on fait souvent. Donner aussi des informations qui se passent au front. Les jeunes sont beaucoup impliqués parce que quand tu vas à la mairie, on voit plus les jeunes qui sont arrêtés au portail en train de prendre quelques informations et en savoir plus sur la communication qui se passe à la mairie. Il faut donner plus d'avantages aux jeunes Koudougourais, leur donner la parole, de dire ce qu'ils pensent et donner aussi leur point de vue concernant tout ce qui se passe au front. La participation citoyenne, pour moi, c'est la jeunesse. C'est se donner à fond, être de cœur avec le gouvernement en place pour aider au bon fonctionnement, pour aider à l'avancement du pays. Mais maintenant, comment faire ça? Nous jeunes, il ne faut pas qu'on va rester sur place et puis vouloir se plaindre à chaque fois, croyant que le président lui-même, ou même le gouvernement en place, peut tout faire à nos places. Il faut que nous-mêmes, on les fait savoir que non, on veut, mais on n'arrive pas. Ils vont nous soutenir. Selon moi, la participation citoyenne, c'est tous les actes, toutes les actions, toutes les activités que quelqu'un peut mener pour montrer son amour pour le pays, la cité dans laquelle la personne vit. Avant même de rentrer au CP1, nous avons aidé nos parents à planter des arbres le long de la voie. Donc vous voyez déjà à Fada, aujourd'hui, il y a beaucoup de caïcédras, il y a beaucoup de nimes. On a participé à ces opérations. Quand nous étions enfants, il y avait aussi journée ville propre. Chacun devait nettoyer devant sa cour, les parcelles nues autour de votre maison. Je suis un citoyen plein de ma localité, surtout de Fada-Ngourma. Je dirais vraiment la participation citoyenne, effectivement, c'est de contribuer effectivement un tant soit peu à l'édifice de sensibilisation à travers des journées de salubrité et autres. Donc on peut considérer ça comme une participation citoyenne. Pour moi, la participation citoyenne, c'est développer des actions qui concourent au bien-être public. Déjà développer des actions de citoyenneté dans ma commune, aller octroyer des arbres ou planter dans la région du Centre-Nord. L'arbre, c'est la vie. Et de nos jours, il y a l'avancée du désert. On ne peut pas faire fi de la plantation des arbres. La participation citoyenne, c'est la contribution des citoyens pour le développement de notre pays en faisant dans la sensibilisation des gens concernant le respect des droits de l'homme. Des avis recueillis donc pour vous à Bobo Dioulasso, Koudougou, Waïgouya, Fada-Ngourma et Kaya. Monsieur Douagno, vous avez suivi avec nous. Quel commentaire faites-vous de la perception que ces Burkinabés ont de la notion même de la citoyenneté et de ces questions de redevabilité?
C'est ce qu'il faut dire, hein, c'est que globalement, les citoyens qui se sont exprimés comprennent la notion de la participation citoyenne. Ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que ils savent que ce n'est pas une participation en sens unique. C'est-à-dire c'est une participation où les citoyens doivent normalement accompagner les autorités pour améliorer donc la délivrance des services publics, mais également pour leur permettre de gérer au mieux les affaires communes, donc les affaires de la cité. C'est ce qui est assez intéressant. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la frange jeune aujourd'hui veut vraiment jouer un rôle assez important dans cette participation citoyenne. Est-ce qu'elle comprend toujours les enjeux? Pas toujours, parce que c'est ce qui est un peu regrettable dans cette participation et c'est ce qui justifie également l'existence des structures comme la nôtre, qui est un peu comme une structure d'accompagnement et d'éveil de conscience pour organiser cette participation citoyenne de façon à ce qu'elle soit constructive. Parce que quand cette participation citoyenne, on l'appelle, parce que bon, il faut dire aussi qu'elle a été encadrée, elle est encadrée par des textes juridiques. Et quand on l'appelle, il faut qu'il n'y ait pas de débordement à un moment donné et faire en sorte qu'il y ait plus de revendications que d'apports. Parce qu'on est dans une cité où normalement on doit beaucoup plus compter sur nous-mêmes et ce qu'on peut donner comme apport et non faire des revendications souvent qui ne tiennent même pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous invitons également les autorités à jouer leur rôle de transparence, parce que c'est quand la population sait de quoi les autorités sont capables qu'elle peut effectivement limiter ses demandes au réalisme, donc au réel. Mais quand il y a une certaine opacité, on occulte certaines choses, là les citoyens, en termes de participation citoyenne, peuvent même aller au-delà et exiger ce qui est irréalisable. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette perception que je trouve d'ailleurs très intéressante et qui évoque aussi le fait que ces populations-là ne veulent plus être des figurantes. Elles veulent jouer un rôle pour le développement et leur propre développement. Est-ce que le cadre lui-même, de façon générale, est propice justement à la promotion de ces valeurs de bonne gouvernance? Oui. L'arsenal juridique et autres. Si je prends juste la Constitution, prenez la Constitution qui dispose que chaque citoyen a le droit en fait, de participer à la gestion des affaires publiques. Ça, c'est déjà une disposition qui favorise la participation citoyenne et qui appelle donc l'intérêt des citoyens par rapport à la gestion de la chose publique. Quand vous prenez le Code général des collectivités, qui est beaucoup plus spécifique aux collectivités, vous avez un certain nombre de dispositions qui consacrent cette participation citoyenne-là. Et je crois que le décret 575-2019 portant régime financier des collectivités territoriales également est revenu sur ces dispositions-là, à ces articles 47 et 48, où on a vraiment mis la participation citoyenne, en avant pour permettre aux collectivités non seulement de développer en comptant sur leur population, mais aussi de mener des actions qui sont en phase et qui sont adaptées aux besoins que ces populations-là ressentent. Donc, il y a vraiment un cadre juridique très favorable et dans le cadre même de l'élaboration des textes portant le troisième cycle de la décentralisation, le premier chantier, c'est la gouvernance locale participative. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on a senti quand même le besoin que l'autorité locale ne soit pas déconnectée de sa base, de sa population, parce qu'on ne peut pas penser le développement sans justement leur contribution en termes d'idées, mais aussi en termes d'accompagnement. C'est donc une contribution importante, mais vous le savez, le contexte aussi peut impacter fortement l'ensemble de ce processus. Nous sommes aujourd'hui dans une période de transition où on parle de délégation spéciale. Ce n'est plus des élus, ce sont des personnes qui sont désignées. Est-ce que cet environnement est un frein au processus ou bien plutôt il constitue peut-être un stimulateur? Oui, pour ce qui est de nous, notre part, il faut dire que cet environnement, pour nous, hein, c'est un recul. On constate qu'on a fait quand même un recul en termes de décentralisation. Parce que quand on parle de décentralisation, c'est qu'on parle d'organes élus.
c'est-à-dire des gens qui ont été portés devant les affaires par la population. Mais quand même, au-delà de tout ça, on se rend compte que c'est aussi, pendant ces situations-là, je parle des situations transitoires, on l'a vécu en 2015 où les populations encore étaient assez satisfaites de la gestion des collectivités par les délégations spéciales. Et cette année, je dis cette période également, vous l'aurez constaté par les perceptions que vous avez recueillies, les populations sont encore satisfaites, ce qui veut dire quand même que le processus est toujours là. Il est juste, je crois qu'on appelle juste à une certaine réflexion en profondeur pour l'améliorer et faire vraiment prendre vraiment les décisions qui s'imposent pour que quand on va lancer le processus une nouvelle fois, qu'il n'y ait plus d'interruption par rapport donc à la gestion des affaires locales. Mais je dirais que le contexte également qui a mis la veille citoyenne au centre même de la gestion du pouvoir d'État favorise la participation citoyenne même jusqu'au niveau donc de ces communes, ce qui me fait dire que aujourd'hui, en tout cas, on a de grandes avancées en termes de principes de bonne gouvernance au niveau local, tels que la participation citoyenne, la promotion de la participation citoyenne, de la redevabilité, mais aussi de la transparence. D'accord. Monsieur René Ouédraogo, parlant de gouvernance locale avec la transition, on a assisté à la mise en place des délégations spéciales. En français facile, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre par délégation spéciale? D'accord, merci bien. Peut-être avant de répondre à votre question, j'allais rebondir par rapport à ce que M. Douaneau a dit. Bon, je dirais que le terme recul est assez fort parce que c'est déjà, parce que quand vous regardez l'arsenal juridique, ça veut dire que c'est une situation qui était prévisible. Donc ça veut dire qu'on l'a déjà prévu parce qu'on se dit que c'est une situation qui pourrait arriver. Voilà. Mais quand on regarde également dans le fond, vous verrez que le décret 118 reprend que les délégations spéciales ont les mêmes attributions et s'organisent de la même manière que le conseil élu. Et quand vous regardez également dans la composition, vous verrez que en plus des services techniques déconcentrés qui font partie de la délégation spéciale, vous avez les représentants, j'allais dire, de pratiquement toutes les couches sociales de la collectivité. Vous avez les représentants des autorités coutumières, vous avez les représentants des autorités religieuses, les représentants des jeunes, des femmes. Voilà. Et vous avez également les organisations de la société civile qui est également membre au niveau de la délégation spéciale. Alors, pour revenir à votre question, une délégation spéciale, en français facile, ça veut dire que c'est une administration qui gère des affaires locales. Donc, ça veut dire qu'avec la dissolution, les élus n'étant plus aux affaires, il faut rappeler que le processus de décentralisation suppose un transfert de compétences de l'État central au niveau des collectivités territoriales. Donc, s'il y a un dysfonctionnement au niveau local, l'État reprend la gestion des affaires qu'elle avait confiées au niveau des collectivités territoriales. Mais on a jugé bon, en tout cas selon le statut de la délégation spéciale, d'associer en plus des services techniques déconcentrés les représentants, j'allais dire, des couches au niveau local. D'accord. Et qui la dirige? Est-ce qu'elle a la même fonction qu'un régime d'ordre constitutionnel? Alors, selon la présidence, il faut dire que la délégation spéciale, il faut dire qu'il y a deux types de délégations spéciales. Vous avez la délégation spéciale régionale et la délégation spéciale communale. Alors, pour la délégation spéciale régionale, elle est présidée par le gouverneur de région. Et pour la délégation spéciale communale, alors là, il y a, j'allais dire, une variante au niveau de la délégation spéciale communale. Parce que vous avez les communes à statut particulier, que sont Ouaga et Bobo. Là, elles sont présidées par le haut commissaire de la province. Donc, ça veut dire au niveau de Ouaga, c'est le haut commissaire de la province du Kadiogo. Et au niveau de Bobo, le haut commissaire de la province du Oué. Et pour les autres communes, alors, il s'agit des préfets de département qui gèrent, en tout cas, qui président les délégations spéciales. D'accord. Monsieur Sébastien Kima, la délégation spéciale est donc une circonstance exceptionnelle pour les municipalités du Burkina Faso. Mais est-ce que cette situation ne ralentit pas ou ne limite pas les activités des municipalités? Merci. Non, c'est-à-dire que le dispositif
Mais avant de choses, si vous me permettez, juste une minute simplement, je vais réagir par rapport au sondage, le reportage là. Je voulais dire simplement que c'est intéressant de constater que la population burkinabé commence à se démarquer de cette notion d'État-providence. On ne croit plus à l'État-providence comme de par le passé, c'est-à-dire c'est l'État qui fournit tout. On commence à comprendre que dorénavant, effectivement, c'est nous-mêmes, citoyens, qui devrions contribuer à l'essor de notre nation. Et ils ont une compréhension, j'allais dire, holistique. C'est-à-dire qu'ils savent que, non pas seulement ils doivent poser des actes pour accompagner les gouvernants, mais en plus de cela, ils doivent se comporter comme de bons citoyens, c'est-à-dire respecter ce que l'État décide, la réglementation que vous l'avez remarqué, la réglementation mise en place par l'État. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose déjà. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que les délégations spéciales, en principe, selon les textes qui les gouvernent actuellement, ils doivent gérer les collectifs, leurs communes, comme s'ils étaient des élus. Ça, donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Mais vous savez qu'il y a toujours, dans le cadre des nominations, il y a le pouvoir de nomination qui agit, qui peut peser quand même sur quelqu'un. Celui qui a le pouvoir de te nommer, dans tes actions, on peut être tenté de faire attention aux actes qu'on pose. Et là-dessus, je pense qu'il faudrait que l'État aille plus loin, prenne des dispositions pour rassurer les présidents de délégations spéciales qui agissent actuellement dans la gouvernance de leur commune, pour leur permettre de prendre des initiatives sans avoir forcément peur d'un marteau qui planerait sur leur tête. Il faut leur permettre d'agir. Celui qui se trompe, on va leur dire, là, vous vous êtes trompé. Mais en tout cas, qu'ils aient quand même les coudées franches pour pouvoir agir comme si c'était des élus. Mais en même temps, sous cette transition, on a vu des notes souvent qui réduisent les marges de manœuvre des autorités locales. Je parle notamment de ces délégations spéciales, notamment en termes d'investissement. Il y a problème à ce niveau tout de même. Oui, oui, mais je pense qu'il faut prendre en considération aussi l'option nationale, l'option de la politique nationale. Parce qu'il s'agit présentement, dans beaucoup de domaines, de rattraper un certain retard. On constate qu'il y a des priorités. Par exemple, nous sommes en période d'insécurité et l'État, il faut qu'il agisse rapidement. Et donc, je pense que c'est tout ça qui explique que, vous savez, on a des contraintes budgétaires qui expliquent que l'État est obligé de mobiliser les ressources financières pour plus agir lui-même dans certains secteurs au détriment de l'action des collectivités territoriales. Mais il y a toujours une marge, possibilité qu'il y ait une marge pour permettre au président des délégations spéciales aujourd'hui d'agir pour, en tout cas, le bien-être de leur population. Razak, mesdames, messieurs, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un président de délégation spéciale, Mohamed Sawadgo. Déjà, comment ça se passe dans la commune de Saponé, une commune située à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. C'est dans la région du centre-sud. Comment ça se passe là-bas? Merci bien. Avant de revenir à votre question, permettez-moi de réagir par rapport aux résultats qui nous ont été présentés ici. Bien vrai que c'est moi qui suis sur le plateau, mais à travers moi, il y a d'autres présidents de délégations spéciales. Et je voudrais donc saluer les résultats que nous avons vus ici. Je pense en tout cas que c'est des résultats à mettre à l'actif des présidents de délégations spéciales. Parce que comme on l'a dit, en tout cas, certains s'attendaient à ce qu'il y ait, en tout cas, un recul dans l'appréciation, que la population aura des délégations spéciales. Mais je vois qu'ici, à travers les résultats, que le centre a eu à faire à travers leur sondage, on voit qu'en tout cas, la perception de la population, elle est bonne. Quand je regarde les pourcentages qui ont été affichés ici. Voilà, donc ça veut dire déjà que, comme monsieur le directeur le disait, ça veut dire que ceux-là qui étaient censés faire les recommandations et autres pour que ça aille mieux, on se dit certainement que les gens sont en train de mettre en œuvre les recommandations qu'ils avaient à faire. Et comme on l'a dit, il n'y a pas que l'administration seulement qui est dans la délégation spéciale, il y a également les autres composantes de la société, comme les coutumiers religieux, les OSC, les jeunes, les femmes, etc. Donc ça veut dire que chacun apporte sa contribution
pour la bonne marche des choses. Et donc, je voulais donc apprécier donc ces résultats et dire que même si on aurait souhaité que ça soit mieux que ça, voilà. Donc, avant de poursuivre effectivement, je voulais dire également, rebondir sur un point pour dire que les délégations spéciales, comme on l'a dit ici, dire que c'est un recul, c'est peut-être trop fort. Parce qu'on sait c'est dans quel contexte est-ce que ces délégations spéciales ont été donc mises en place. Mais malgré tout, c'est les mêmes textes donc, que les gens appliquent. Ce que le maire avait comme attribution ou bien compétence, je dirais, donc c'est toujours les mêmes pour le président de délégation spéciale et maintenant pour la délégation spéciale elle-même. Voilà, donc revenant donc à... Je rebondis par rapport. Ce qui est souvent peut-être mis en cause, c'est peut-être la question de la légitimité. Pour un préfet ou un commissaire qui a été nommé en conseil des ministres, c'est totalement différent d'un élu d'une localité dont le choix est porté totalement par les populations. C'est souvent la question de la légitimité qui se pose. Si j'ai bien compris la dynamique de M. Douaniou. D'accord. Donc peut-être vu sous cet angle, effectivement, les présidents de délégations spéciales ne sont pas élus comme donc les maires. Voilà, donc on pourrait donc considérer cela si c'est vu sous cet angle. Voilà, sinon rien ne change dans les attributions et donc ça veut dire qu'en réalité, il ne devrait pas avoir de blocage donc, pour le développement des localités. Voilà. Donc, préciser un peu en quelques secondes ces pensées pour qu'ils puissent être compris parce que tous les deux se sont prononcés sur... Merci beaucoup, Razak. Effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons quand même un processus de décentralisation qui est assis sur le mode électoral, donc un mode de désignation ou d'élection des élus par la population. Aujourd'hui, on a mis un frein à ce mode d'élection des élus. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ce ne sont pas des élus, c'est des personnes nommées et des personnes désignées. Et là où je pars, c'est que en termes de légitimité, il y a une limite. En termes de reconnaissance même par les populations, il y a également une limite. Parce que quand on prend même les acteurs de la société civile, moi quand je fais un peu le tour, vous avez, à la limite, nous avons 4 personnes qui représentent la société civile en mettant les religieux et les coutumiers avec nous. Donc, on a le Conseil national de la jeunesse qui fait partie, on a une association de développement, et puis on a les religieux, donc soit les musulmans ou la communauté religieuse musulmane, et puis les chrétiens, qui désignent quelqu'un. Donc, ils sont 4. Bon, moi, quand on dit que l'administration, parce que les autres membres statutaires viennent de l'administration, mais l'administration déjà est souvent incriminée où on lui reproche beaucoup de choses. Donc les populations, par exemple, à travers le CCF, vont dire quelque chose, vont mettre des doléances qui concernent le domaine de l'éducation. C'est lui qui gère le domaine de l'éducation. Et nous, avant, quand il y avait les élus, on a toujours dit même que ce sont les conseillers des élus. Mais les élus n'allaient pas vers souvent ces services techniques déconcentrés. Parce que pour nous, ce sont des services qui doivent accompagner, mais qui répondent aussi d'un filon, c'est d'un fil ou d'une hiérarchie qui est toujours entre les mains du gouvernement, donc de l'exécutif. Nous, on aurait voulu quelque chose quand même qui soit une expression populaire où les choses se décident en disant, bon, voici les populations qui ont décidé de ceux qui vont gérer et voici aujourd'hui ceux qui gèrent au nom de cette population parce que c'est une décision donc communément partagée et donc avec une co-responsabilité. Mais avec la délégation spéciale, ce que je dirais même, c'est que la délégation spéciale, par définition, n'a même pas vocation à développer un territoire. C'est quand il y a une crise qu'on décide d'une délégation spéciale. Et nous avons généralisé, bien sûr, ce mode de gestion des communes ou des collectivités. Mais en réalité, on ne pouvait que leur donner cette prérogative-là de gérer également le développement parce qu'on est sur une longue durée. Et le développement pas attendre. Donc il faut leur donner aussi ces coudées-là pour pouvoir gérer. Mais en même temps qu'on leur donne ces coudées, le gouvernement intervient souvent pour entraver même ces délégations spéciales. On a parlé tantôt de la circulaire
du ministère de l'économie qui dit de ne pas investir sur les ressources propres de ces communes. Et aujourd'hui, il y a des investissements que certaines communes peuvent faire, mais elles doivent adresser une autorisation pour pouvoir les faire. Mais au temps des élus, il n'y a jamais eu ces circulaires-là. Donc pour nous, quand même, c'est des éléments qui viennent entraver un peu le processus. Et c'est là où on parle de recul. Mais nous reconnaissons quand même que sous les délégations spéciales, il y a des avancées qui sont notables par rapport donc aux organes élus, parce que nous avons été sous ces deux régimes. Voilà, c'est clair maintenant. Oui, c'est clair. D'accord. Monsieur Sawadgo, dites-nous comment ça se passe concrètement dans la délégation spéciale de Sapone? Bon, je dirais que tout se passe, en tout cas, normalement. Voilà, on arrive à tenir nos sessions ordinaires qui sont une obligation, quelquefois des sessions extraordinaires. Il n'y a jamais eu de session où on n'a pas atteint le quorum. Et je pense également que les décisions qui sont prises, en tout cas, ça répond aux besoins des populations. Voilà, même s'il faut compter avec certaines contraintes, effectivement, comme M. Douagneau vient de le préciser, avec la situation, le contexte national. Donc, il y a certaines restrictions qui font donc, en tout cas, ce n'est pas tous les investissements, effectivement, qu'on peut faire directement. Il faut d'abord demander une autorisation. Il y a des limites. Voilà, donc il y a certaines contraintes donc, à respecter. Sinon, je pense que, en tout cas, tout se passe bien pour ce qui concerne donc, la commune de Sapone. Oui. Sauf si une question précise. Voilà. Ceux qui m'avaient ajouté quelque chose rapidement. En une minute, là. Justement, par rapport à cette question, je crois qu'il faut qu'on regarde dans l'ensemble, là. Puisque actuellement, comme il le disait tout à l'heure, le pays est confronté à une situation. Et le rôle régalien de l'État, c'est de réagir en conséquence pour éradiquer cette situation avant de revenir, effectivement. Si on interdit certains investissements, par exemple, vous avez des zones où, si vous permettez à une délégation spéciale d'investir, alors que la sécurité même de ces investissements n'est pas assurée, par exemple, dans ce contexte actuellement. Donc, je pense que c'est des mesures, j'allais dire, appropriées que l'État prend souvent pour protéger les ressources. C'est aussi exceptionnel, voilà, en attendant le retour de la paix. Monsieur Ouedraogo, on l'a dit dès l'entame de cette émission, la décentralisation même tire son fondement dans la Constitution du 2 juin 1991. Mais plus de 30 ans après, le constat est mitigé sur le terrain parce qu'on se rend compte qu'en termes de matérialisation en politique publique, les populations attendent toujours le concret. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le blocage? Alors, merci bien, monsieur Traoré. Alors, vous faites bien de le rappeler. Nous sommes à pratiquement 3 décennies de mise en œuvre de la décentralisation. Et présentement, nous sommes dans le cycle 3 de la décentralisation qui a commencé pratiquement depuis 2018. Alors, c'est vrai que les résultats sont mitigés, mais il faut dire également que nous disons que c'est un processus. Et qui dit processus dit un cheminement. Alors, donc, on a fait le point des deux cycles passés. On a tiré les leçons. Nous sommes dans la phase de mise en œuvre du cycle 3. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancées également qui ont été constatées sur le terrain. C'est vrai que le résultat est mitigé, mais il y a véritablement beaucoup d'acquis qui ont été effectivement constatés sur le terrain, même s'il reste beaucoup d'efforts à faire. Et là, il faut dire que quand vous regardez, c'est l'appropriation même de la décentralisation qui est véritablement est le levier sur lequel il faut actionner. Voilà, parce que on se rend compte que la population, de façon générale, découvre la décentralisation après, c'est étonnant, après tant d'années de mise en œuvre. Donc ça veut dire que c'est maintenant que véritablement les choses pourront se mettre en place parce que, comme on l'a dit, il y a un problème d'appropriation de la décentralisation de façon générale. Et là, l'État s'en est rendu compte et il y a des initiatives qui sont en cours pour booster, pour accélérer un peu ce processus. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'innovations majeures qui vont venir avec le Code général des collectivités territoriales qui est en maturation. Alors, il faut également
signalait, je prends un des points, quand vous regardez le processus même de désignation des premiers responsables au niveau local, notamment les maires. Alors, ça avait créé beaucoup de difficultés sur le terrain. Alors donc, l'une des innovations également, c'est d'élire le maire au suffrage universel direct. Et en rentrant en lien avec le thème que nous développons aujourd'hui, alors il faut préciser que quand vous prenez le dispositif actuel, alors il y a deux modalités de réduction de compte. Alors la première modalité, c'est que le PDS, le président de la délégation spéciale ou le maire, autant des élus, rendait compte aux conseillers à travers ce qu'on appelle le rapport spécial. Et on a décliné comment se présente un rapport spécial. Et les mêmes dispositions disent que le conseil, à son tour, doit rendre compte à la population. Mais il n'y a aucun mécanisme qui a été précisé. Donc ça fait qu'au niveau des élus, alors on ne sait pas quel est le mécanisme qu'il faut utiliser pour rendre compte. Alors donc dans le cadre des réformes, on a fait en sorte qu'il y ait un mécanisme qui soit décliné pour la réduction de compte et en faire une obligation. Donc ça veut dire que si le code est adopté, en principe, la réduction de compte devient obligatoire. Donc je pense qu'avec ce mécanisme, les gens s'intéresseront davantage sur le mécanisme en tout cas de la décentralisation. Merci. Monsieur Douagneau, dans ce mécanisme de décentralisation, en tout cas toujours dans le cycle 3, l'un des points les plus importants, c'était la participation même au niveau local des citoyens. À ce jour, quel point on peut faire? Quelle est la réalité du terrain? Merci beaucoup. En même temps que je vais répondre à cette question, je vais profiter aussi de rebondir à certains commentaires de monsieur le directeur. En fait, ce qu'il faut dire de notre processus, au Burkina, nous avons toujours eu les meilleurs textes, vraiment les bons, mais tout est une question d'application. C'est une question d'application. On ne va pas jusqu'au bout dans les textes que nous avons. Et en ce qui concerne justement cette thématique de décentralisation et de gouvernance locale, c'est qu'on pourrait dire, où les populations attendent toujours que les politiques publiques locales, j'allais dire, résultent en tout cas d'effets et d'impact sur leur vécu quotidien, c'est le fait même qu'on a souvent tendance à oublier que les organes délibérants œuvrent pour la population. Donc la population se sent mise à l'écart. Une fois que vous allez constater ça autant des élus, vous allez discuter par exemple les ESC ou d'autres citoyens, ils vont dire non. Une fois qu'on a fini de lire les élus, les conseillers, ils ne reviennent plus vers nous, non seulement pour nous consulter, pour ce qui doit être fait pour la commune, mais aussi pour nous rendre compte de ce qui est dit dans les sessions donc, des conseils. Et ça allait militer, parce que la participation ne se limite pas qu'au simple vote, mais c'est ce qu'on a fait à la population. Et donc cette population, à un moment donné, elle s'est aussi désintéressée de la gestion des affaires locales en les mettant entre les mains du politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les politiques publiques même, quand vous réalisez une infrastructure, dès qu'il y a un petit mouvement d'humain, mais on vient vandaliser l'infrastructure. Parce que tout simplement, on n'a pas été associé et on s'est même dit que c'est peut-être pour le maire. C'est-à-dire on ne s'approprie pas également les investissements que le maire fait sur le terrain. Ça, c'est l'un des points. Le deuxième point, c'est que souvent même, les élus décident ou les organes délibérants décident des investissements qui ne sont pas en conformité avec les besoins que les populations ressentent. Donc, d'où vraiment... À cet effet, on a vu plusieurs infrastructures, notamment des marchés ou des boutiques réalisées à coût de millions de francs CFA qui n'ont jamais été occupées par les populations. Donc, c'est vraiment de voir dans quelle mesure, au niveau de l'État, parce que tout est une question de texte, tout est une question d'appropriation. Il faut qu'on puisse définir un mécanisme au-delà d'élire le maire au suffrage universel direct, aussi de le contraindre à aller vers la population. Et nous, l'outil que nous avons vu, c'est que justement, on puisse mettre en place un mécanisme de budgétisation participative, c'est-à-dire où vraiment les grandes orientations de développement sont discutées au sein de la population avant d'être reversées au niveau de l'organe délibérant pour décision à prendre et pour affectation de moyens pour la réalisation de ces grands projets communaux.
Donc ça, c'est vraiment des aspects où on interpelle le gouvernement à mieux regarder, parce que ça va participer également à l'appropriation sociale de la décentralisation et faire en sorte que les populations, même en payant les impôts locaux, se disent qu'effectivement ça va servir à quelque chose. Parce que ça aussi, c'est quand on ne voit rien, finalement on devient incivique sur le plan fiscal. Parce que bon, on se dit quand même que les élus sont en train d'utiliser ça pour se remplir les poches. Donc vraiment en termes de participation citoyenne, en termes d'innovation au niveau du ministère, on salue bien la démarche. Et pour terminer, c'est aussi le format des journées de redevabilité qu'il y a eu entre-temps. Vous savez, on a, à un moment donné, quand c'était surtout les élus, on a eu l'impression que c'était des mini-campagnes que les élus faisaient. C'est-à-dire qu'on vous rend compte de quelque chose dont vous n'avez pas été au courant. Donc vous vous imaginez, après avoir fini de livrer le message de bilan, on demande à la population de poser des questions. La population ne peut pas poser des questions sur quelque chose. Parce que les infrastructures n'ont été réalisées que dans les papiers, que dans les rapports. Et souvent même, la définition même du projet, on n'associe pas la population. Mais après réalisation, vous venez demander à cette population de se prononcer sur soit la pertinence ou bien l'efficacité de la réalisation. Elle ne peut rien dire. Donc du coup, on a des jours de redevabilité où on mobilise beaucoup plus les acteurs pour pouvoir donc préparer les prochaines échéances. Maintenant, il faut dire aussi qu'il y a le lien ombilical politique qu'il y avait entre le niveau national, et sinon même toujours entre le niveau national et le niveau décentralisé. Et c'est là où je vais chuter, parce que nous pensons à ce que quand même, les délégations spéciales, on en a connu déjà deux périodes qui sont assez longues. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mener la réflexion de sorte à déconnecter sur le plan d'arrimage politique la gestion des tiroirs par les organes délibérants des collectivités territoriales, de la gestion même du pouvoir d'État. Parce que c'est-à-dire, une fois qu'on remet en cause un régime, les régimes locaux aussi subissent le même sort. Mais ça remet en cause même l'appropriation sociale. Parce que ce sont des populations qui ont désigné leurs représentants, qui ont désigné des gens qui vont gérer les affaires à leur place. Mais si vous venez sans aussi les consulter, remettre encore en cause cette désignation par les populations, bon, du coup, on se retrouve dans un contexte ou dans une logique où les populations se demandent même si leur voix compte ou si on compte avec leurs décisions. D'accord. Les journées de redevabilité, on en parle justement. Monsieur Sébastien Kima, vous êtes de l'Association des municipalités du Burkina. Quel est le mécanisme qui existe au sein de cette association pour avoir ce genre de rendez-vous de transparence et de redevabilité avec les citoyens? Merci. Au niveau de l'association, il y a eu des projets, des programmes qui ont été conduits d'ailleurs avec l'appui des acteurs comme la Banque mondiale, programme d'appui à collectivités territoriales, PACT. Et dans ce programme, effectivement, qui a eu lieu dans 4 régions et qui a concerné quelques communes, le processus d'apprentissage de la redevabilité a été enseigné au niveau, c'était autant des élus. Et donc, c'était, comme il le disait tout à l'heure, là, c'est des séances. C'est des séances où on convoque la population, toutes les catégories de la société à venir au niveau de la mairie ou un espace donné où les élus, l'autorité locale rend compte à la population de, par exemple, ce qui s'est passé au cours de l'année au niveau des investissements, au niveau des projets qui ont été réalisés, etc. etc. Et comme il a dit, effectivement, mais le processus qui a été conduit au niveau de ce projet-là, il y a eu un départ. C'est-à-dire qu'au départ, pour l'élaboration des projets, il y a eu d'abord la participation des citoyens. On a essayé d'entraîner certaines communes à élaborer le programme, par exemple le programme d'une année donnée, les projets d'une année donnée, à inclure les populations, pour que la population participe à la définition des priorités pour l'année à venir et donc la priorisation des dépenses à faire. Et à la fin, même au cours de l'exécution, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour que les citoyens puissent poursuivre la réalisation de ces projets-là. Et à la fin, maintenant, il y a eu
les retrouver pour pouvoir faire le compte rendu de toutes ces actions qui ont été faites. Mais évidemment, ça c'est des processus dans le cadre d'un projet. Et comme il le dit, il faudrait que dans le nouveau dispositif qui est mis en place, ça soit une réglementation, une contrainte même, j'allais dire, qui soit prévue, nommément prévue, expressément prévue par les textes, et que dorénavant, ça soit, en tout cas, l'État trace une voie unique pour que l'élaboration, la conduite et le compte rendu à la fin soit uniforme sur toute l'étendue du territoire et que ça soit appliqué par toutes les communes. Est-ce que dans ce processus de reddition des comptes, il arrivait des fois au niveau de l'AMBF qu'on se rend compte qu'un de vos membres n'a pas été à la hauteur des attentes? Quel a été son sort, si ça a déjà eu lieu? Non, personnellement, je n'ai pas... Mais en tout cas, il y a eu des cas où les populations ont fait des observations, ont critiqué certaines décisions. Donc, le Conseil a été invité à prendre en compte ces observations de la population pour que la programmation, l'année N+1, prenne en compte ce que la population a eu à dire. Voilà. Mais ça n'a pas abouti, à ma connaissance, à la... Vous avez évoqué tout à l'heure des mesures contraignantes qu'il faudrait prendre pour amener les uns et les autres à s'y impliquer davantage. Et ça dit qu'avant, il n'y avait pas de mesures coercitives. Non, quand je parle de mesures contraignantes, par le passé, il y avait des dispositifs de sanctions, mais comme il le disait... mais comme on a rarement vu aussi un maire sanctionné pour faute... Oui, c'est souvent, nombreuses questions aussi. C'est souvent aussi le problème d'application des textes qui ont été élaborés, qui se posent aussi dans notre processus de décentralisation. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas que les textes soient mauvais, en quelque sorte. C'est leur application qui pose problème. Aussi qui pose problème. Mais, merci beaucoup, M. Kima. C'est justement dans cette dynamique que le Centre d'études et de recherche appliquée en finances publiques, le CERAFP, met en œuvre son projet monitoring alternatif de la mise en œuvre des référentiels du cycle 3 de la décentralisation. Allons tout de suite à la découverte de cette initiative. Depuis juin 2023, le Centre d'études et de recherche appliquée en finances publiques, CERAFP, met en œuvre un projet appelé monitoring alternatif des référentiels du cycle 3 de la décentralisation. Ce projet est financé par la coopération suisse et l'Union européenne. Il se déroule dans 34 communes du Burkina Faso. 9 régions sont concernées, la boucle du Moun, le centre-est, le centre-nord, le centre-ouest, le centre-sud, les hauts bassins, le sud-ouest, le plateau central et le centre. Le but global de ce projet est de contribuer à influencer les politiques publiques de décentralisation afin d'améliorer le bien-être social et économique des populations au niveau local. Au titre des actions importantes qui ont été faites dans le cadre de ce projet au niveau local, pour renforcer la gouvernance, il s'agit de la mise en place d'un dispositif de suivi citoyen des politiques publiques s'appuyant sur des comités de veille citoyenne pour la collecte des données terrain. Les comités de veille citoyenne ont été mis en place pour aider les autorités locales à fournir des services publics de meilleure qualité. Ils travaillent avec les groupes locaux tels que les organisations de femmes, les organisations de jeunes, et d'autres associations pour s'assurer que les préoccupations des populations soient prises en compte. Au niveau national, on note la réalisation d'une étude sur l'état de mise en œuvre des réformes en matière de décentralisation et de gouvernance locale, la mise en place d'un dispositif de certification citoyenne des services publics, l'organisation d'un forum national sur la décentralisation et la gouvernance locale. De plus, le CERAFP participe au cadre sectoriel de dialogue sur la gouvernance locale afin de plaider sur la base des données dont il dispose. Avant, on ne savait pas que le budget de la commune, les gens devaient prendre connaissance. Mais présentement, à cause de leur accompagnement, la population savent et nous-mêmes nous savons que le budget qui est prévu au niveau de la commune de Sapui, tout le monde peut le savoir et savoir ce qui se passe. On peut faire les suivis pour voir si
ce qui se réalise, ça se réalise en bonne nature forme. Tout ça là, en tout cas, c'est quelque chose de positif aussi. En ce qui concerne le partenaire, en tout cas, il nous a apporté beaucoup de choses pour un changement meilleur et radieux. En tout cas, ils ont renforcé nos capacités. Ils nous ont amené à mener des activités sur le terrain. Ils nous ont amené à organiser des journées de dialogue avec la mairie de Sapi et certains partenaires techniques. Il y a un changement radical au niveau des services techniques déconcentrés de l'État. Il y a un changement dans les mentalités de la population. Le paiement des taxes communales, c'est notre devoir. Un bon citoyen doit vraiment participer au développement de sa commune en contribuant, en participant et en sensibilisant. Hernana Douanio, on a suivi les activités du CRAPF. Quelle est votre CRAFP? Quelle est votre analyse des mécanismes juridiques existants pour amener les autorités à impliquer davantage les citoyens dans la gestion? Merci beaucoup, Astrid. Il faut dire que déjà, l'arsenal juridique sur la participation citoyenne, la redevabilité est assez fourni au Burkina. Justement, notre action s'est assise justement sur cet arsenal parce que quand on travaille dans un État, il faut travailler sur la base des règles, la réglementation et du cadre juridique donc mis en place pour pouvoir amener même les autorités à suivre l'action et à être aussi en conformité avec ce qui est prescrit donc par la loi. Et donc, comme nous avons un cadre quand même assez fourni, nous avons décidé que on va commencer d'abord par éveiller les consciences de la population à travers des sensibilisations, des renforcements de capacités. Et comme nous sommes dans un domaine qui est assez technique, donc vous savez, que ce soit les politiques publiques de développement, que ce soit le budget qui est l'instrument de mise en œuvre de ces politiques publiques de développement au niveau local, c'est assez technique et souvent c'est réservé, comme la dame l'a dit, c'est réservé à des initiés. Au temps même où il y avait les organes élus, il y a certains conseillers qui n'arrivaient même pas à lire les budgets, mais qui le votaient quand même. Donc, notre action vraiment s'est dirigée donc, à renforcer donc, les capacités de ces acteurs-là pour d'abord qu'ils comprennent ce que c'est même que le PCD, donc la politique de développement au niveau local, mais aussi quel est l'instrument que les autorités communales utilisent pour mettre en œuvre les actions qui sont prévues donc dans ce PCD. Et c'est là où on leur a donc fait la formation sur le budget. Mais aussi, on allait au-delà pour les dire, même dans la confection, la formulation du budget, ils peuvent prendre part. Et on a fait donc une approche auprès donc des PDS qui sont dans ces communes-là pour leur demander leur autorisation de pouvoir déployer le mécanisme de budgétisation participative, donc on appelle couramment le budget participatif. Avec leur accord, on a pu réaliser un certain nombre de forats où on a consulté donc les populations dans certaines localités pour qu'elles puissent exprimer leurs besoins. Donc ça, c'est des mécanismes vraiment que nous avons utilisés. Mais la loi dit que on peut organiser, c'est souvent ce qu'on appelle les débats d'orientation budgétaire, on peut les organiser, mais c'est l'autorité qui doit décider de la suite à donner. Donc ça a été donc remis aux autorités. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'avec le contexte où on ne doit plus faire d'investissement sur les ressources propres, en tout cas du moins sans autorisation du ministre de l'économie, c'est que ce qui a pu être décidé et validé par l'autorité peut même être peut rencontrer des difficultés de mise en œuvre. Donc voilà un peu la difficulté aussi. Parlant de la gestion de nos communes, il y a la question foncière qui est une pomme à retardement selon les spécialistes. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, nous sommes de cet avis et nous en avons même rencontré. Nous avons rencontré des crises foncières dans les zones où nous intervenons, des crises liées à l'implantation même des infrastructures que la mairie veut réaliser. Parce qu'aujourd'hui, et il faut dire qu'au niveau de ces collectivités, il y a plus de terre, il y a plus de terre, il n'y a plus d'espace.
Et donc, quand la mairie décide, par exemple, de construire une école ou un centre de santé, il faut à la limite aller négocier avec les propriétaires terriens pour pouvoir avoir un espace même où implanter l'infrastructure. Donc, la crise, elle est assez vivace. Et ce que nous avons recommandé aux autorités, c'est de continuer les concertations avec les communautés, mais aussi de leur faire comprendre qu'une infrastructure publique, elle est réalisée pour tous les habitants de la commune et que les propriétaires terriens doivent peut-être se laisser aussi du lest pour qu'on puisse voir dans quelle mesure implanter les infrastructures vraiment à équidistance au niveau de la commune, sinon on risque d'envoyer des infrastructures à des endroits très éloignés qui ne vont pas impacter sur donc, les rayons d'accès donc, à ces infrastructures qui sont aussi des résultats et des indicateurs de suivi donc, de l'efficacité des politiques publiques. D'accord, donc selon vous, il faut accentuer les concertations. Mohamed Sawadgo, quelle est la situation foncière à Saponé? Merci. Il faut dire que Saponé fait partie donc, des communes où cette question, en tout cas, est d'actualité. Voilà, il faut dire que la question foncière est effectivement, je veux dire, comme on aime le dire, voilà, sans le souhaiter, c'est vraiment une bombe à retardement parce qu'il y a tellement de problèmes dedans. Voilà, donc, et ça l'est encore plus pour les communes qui sont proches de Ouaga. Voilà, il y a ceux-là qui veulent acquérir des terrains pour les fermes. Et dans un passé très récent, les sociétés immobilières, voilà, et ça divise vraiment les familles, voilà, et même les villages. Voilà, donc ce problème est vraiment réel, voilà, et comme M. Douanier vient de le dire, effectivement, souvent les collectivités même ont besoin de terrain pour investir, mais c'est compliqué, voilà. Souvent même pour réaliser des infrastructures comme, voilà, en lien avec les services de sécurité. Voilà, mais vous n'arrivez pas à obtenir, par exemple, un terrain pour le faire. Bon, il y a des réalités qui ne... En tout cas, quand on le met à jour, ça, comment on appelle ça? Ça n'honore même pas la localité, je vais dire. Parce que si on cherche un terrain pour réaliser, je ne sais pas moi, un commissariat et puis on n'en trouve pas, dans un contexte comme nous vivons actuellement, vous voyez ce que ça donne, c'est déplorable. Voilà, donc je cite des exemples pour dire effectivement que le problème foncier, il est là. Voilà, et ça l'est encore plus pour les communes qui sont proches de Ouaga. Oui. Et quel est le mécanisme qui a été mis en place par la délégation spéciale à ce sujet? Il faut dire que nous sommes dans une commune rurale. Voilà, donc ça veut dire ce qui est plus là, c'est vraiment, comme on appelle ça, le foncier rural, je vais dire. Voilà, les zones réservées à l'agriculture, l'élevage, les zones de conservation, etc. Donc, dans ce cadre-là, en fait, dans toutes les communes, voilà, je pense qu'il faut en fait mettre en place, il y a des commissions à mettre en place, la commission foncière villageoise et la commission de conciliation foncière villageoise, depuis donc la loi de 2009 et ses textes d'application pour gérer cette question. Mais la réalité est que dans beaucoup de communes, ça n'a pas pu être donc mis en place. Et là où, bon, dans d'autres communes comme celle de Saponé, on avait mis en place, mais les acteurs n'ont pas été formés, bon, pour des questions de formalité administrative. En fait, je vais parler du financier, quoi. Voilà, donc ces commissions n'avaient pas fonctionné. Mais nous avons entrepris donc de renouveler et de, comment on appelle ça, et d'installer donc ces commissions. Et je pense à Saponé à 40 villages. Actuellement, bon, depuis la semaine passée, nous sommes à 33 villages où on a pu donc renouveler les CFV et les CCFV. Il faut dire que ces commissions sont là donc pour aider à la gestion, pour qu'il n'y ait pas de problème déjà entre les gens. Et maintenant, quand il y a problème, il y a les commissions de conciliation foncière villageoise qui doivent se réunir donc pour écouter les gens, voir quelle peut être la solution à l'amiable. C'est ce que la loi dit. Et ce n'est que si ça ne marche pas qu'il faut remonter ça donc vers d'autres instances, notamment le tribunal de grande instance, pour trancher. Donc il faut dire qu'il y a ce mécanisme-là. Mais il y a également les concertations dans l'informel que les gens font. Et également en tant qu'autorité, nous déjà, même sans ces commissions, les préfets étaient déjà obligés de jouer ce rôle-là
voilà, de pacification des relations entre les gens pour apaiser donc le climat social dans les localités. Donc il y a plusieurs mécanismes. Il y a également les mécanismes endogènes, comme on le sait, de résolution des conflits. Voilà, donc en faisant intervenir, en tout cas, certaines catégories de personnes reconnues dans les sociétés comme pouvant donc faire ces médiations, ces conciliations et autres. Voilà. Merci beaucoup, M. Savadogo. La question de redevabilité et de citoyenneté se pose également sur les réseaux sociaux. Le débat s'y mène également. Avant donc de donner la parole à notre public dans peu de temps, nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux où la question de transparence et de redevabilité revient sous forme de fausses informations. Comment faire la distinction entre la désinformation et la bonne information? Quel bon réflexe adopter? Notre partenaire Face au Chèque, plateforme burkinabé de fact-checking, nous donne des éléments de réponse avec Jordan Meda. C'est un ministre qui prend l'argent de l'État dans le pays Burkina Faso, il fait corruption, il n'y a pas aucune explication sur lui. Ibrahim Traoré. Une vidéo d'1 minute 30 secondes fait le tour des réseaux sociaux. Elle prétend montrer l'ancien ministre burkinabé des Transports, Vincent Dabilgou, se faisant fouetter par des citoyens après avoir été reconnu coupable de corruption. Est-ce vrai? Des réponses avec Face au Chèque. Comme on le voit dans cette vidéo, il y a un homme torse nu, assis à même le sol et malmené par plusieurs individus. On lui demande où est passé l'argent détourné et lui répond que celui-ci est à la maison. La vidéo, largement partagée sur Facebook, Instagram et Twitter, a suscité une très grosse vague d'indignation. Mais déjà, il suffit d'une observation minutieuse de la vidéo pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas de Vincent Dabilgou dans la scène. Les deux visages sont en effet très différents. D'où vient alors cette vidéo? Grâce à la recherche inversée sur Google, Face au Chèque a pu retrouver la première publication de cette vidéo qui date du 1er juin 2024. Elle a été postée sur la page Facebook appelée TASCAF, gérée depuis Haïti et la France. Selon cette page, il s'agirait d'un ministre burkinabé pris en flagrant délit de détournement de fonds publics et livré au peuple pour être flagellé avant d'être emprisonné. Des journalistes fact-checkers que Face au Chèque a consultés ont suggéré que la scène en question pourrait provenir de Côte d'Ivoire, mais aucune preuve concrète n'a pu être apportée pour corroborer cette hypothèse. Nous n'avons donc pas pu situer le lieu et le contexte originel de cette vidéo. Toutefois, le 17 août 2023, l'ancien ministre des Transports du Burkina Faso, Vincent Dabilgou, a effectivement été reconnu coupable par la justice burkinabé de détournement de fonds publics, d'enrichissement illicite, de financement occulte de partis politiques et de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à 11 ans de prison, dont 7 fermes, et à une amende d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Cette affaire montre à quel point il est crucial de vérifier les informations avant de les partager. Et en attendant, si vous avez des infos que vous souhaitez faire vérifier, soumettez-les à Face au Chèque au 68 69 41 07. Retour sur ce plateau, il est enfin temps de faire la part belle à notre public ce soir. Un public suffisamment averti sur les questions de redevabilité et de gouvernance. Bonsoir, cher public. On va peut-être commencer par ma droite. Alors, vous avez la parole, un témoignage, un commentaire, des questions sur les personnes ressources qui sont sur ce plateau sont les bienvenues. Allez-y, à vous la parole. Merci de nous avoir donné la parole. Moi, c'est M. Sougué. Je suis CVDC de Kiriba. Je suis le secrétaire général. Alors moi, j'ai une petite préoccupation par rapport à la gestion des communes. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche la délégation spéciale de vulgariser les documents, surtout le PCM, à la population? C'est votre question? Ça, c'est ma question. Merci beaucoup, M. Sougué, pour votre question. On va peut-être apporter la réponse rapidement. Elle est adressée à qui? C'est vrai que moi, je vois déjà peut-être l'AMBF et... OK. Ben, allez-y. Juste une précision, c'est PPM, le plan annuel de passation des marchés. M. Savadogo, allez-y pour votre réponse. Bon, donc merci.
Je pense que le PCD, ce n'est pas un document confidentiel. D'ailleurs, pour élaborer un PCD, on passe d'abord par des consultations, voilà, au niveau village, pour centraliser les difficultés et besoins des populations pour pouvoir formuler. Donc déjà, ce n'est pas un document élaboré comme ça, mais c'est avec en fait, la participation de la population déjà. Donc il n'y a pas de raison que ça soit confidentiel dès une fois élaboré. Et je pense également que tout le monde peut consulter le PCD. D'ailleurs, c'est souvent le volume qui fait qu'on ne peut pas multiplier ça pour distribuer. Voilà, sinon, tout le monde peut consulter ça au niveau donc, des collectivités. Et prenant l'exemple de Saponnet, voilà, par exemple, quand je suis arrivé en fin 2022, on a donc procédé à l'adoption d'un PCD, voilà, pour 2022-2026. Et on n'avait pas les ressources, mais dès début 2023, nous avons donc procédé donc à la présentation de ce PCD-là, voilà, à l'ensemble des présidents de conseils villageois de développement, les personnes ressources et bien des représentants d'associations, pour leur montrer, parce que c'est très important d'ailleurs pour les collectivités. Pourquoi? Parce que ce qui est inscrit, comme nous avons eu à leur dire, il y a ce que la collectivité pense pouvoir avoir, puisque quand les gens voient les chiffres, les milliards, il faut qu'on leur explique. Voilà, il y a ce que la collectivité pense pouvoir avoir, et ça sort des taxes, des impôts et autres revenus donc, sur les ressources propres. Ce que l'État transfère généralement au regard donc, de notre contexte et tout, ce n'est pas assez élevé. Donc, c'est les ressources propres qui permettent de faire les grands investissements. Donc, il faut expliquer à la population pour qu'elle comprenne que cette partie-là, on pense avoir, là, ça doit venir d'eux. Et ensuite, il y a maintenant la part qui revient donc aux partenaires et autres que nous recherchons. Donc, ce n'est pas un document confidentiel. Tout le monde peut donc consulter. Autre réaction, M. Ouedraogo? Ajouter par rapport à ce que le PDS de Saponnet vient de dire. Alors, il faut dire que ce soit le plan communal de développement, que ce soit le plan de passation des marchés, que ce soit le budget, ce sont des documents qui, en principe, doivent être mis à la disposition de la population. Alors, mais il faut dire que déjà, même quand vous prenez la réglementation, on dit que tout citoyen peut avoir copie de ce document. Exactement. Mais c'est une question de budget. Donc, ça veut dire que plus il est volumineux, et là, la loi précise que c'est à ses frais. Donc, ça veut dire que moi, citoyen d'une commune, je peux aller au niveau de la commune, demander à ce que on fasse une copie du plan communal de développement. Et là, s'il y a des coûts, je supporte ces coûts de copie et je rentre en possession de ce document. Donc, ce ne sont pas des documents confidentiels. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. M. Douanou, oui, juste peut-être pour... rapidement. Voilà, rapidement. Je crois que aussi cette condition des frais, avec le développement du numérique, peut être levée. Parce qu'on peut aussi remettre les documents... Il faut y penser, dématérialiser. Voilà, pour les citoyens. Donc, vous avez la réponse à votre question. Merci. Monsieur Souga, est-ce que vous êtes satisfait des réponses apportées à votre question? Bon, pas trop satisfait parce que nous voyons la réalité dans nos communes. Ce qui se dit sur ce plateau, ce n'est pas exactement ce qui se passe dans nos communes. La vulgarisation de ce document n'est pas une réalité au Burkina Faso. Il faut qu'on vous le dise. Et s'il y a des solutions à ça, que vous en preniez compte. Pourquoi nous le disons, je suis un responsable syndical, œuvrant au niveau de la commune. Je suis secrétaire du CDVC de Kiriba. Nous en savons beaucoup de choses sur la question. C'est une interpellation que nous allons vous faire sur ce plateau afin que vous preniez ça en compte dans l'ensemble du Burkina Faso pour le développement de notre pays. Merci à vous. Merci, M. Sougué. Dernière réaction, oui. On donne la parole à quelqu'un d'autre. OK. Bon, il faut que je réagisse parce qu'il dit que ce qui se dit sur le plateau, ce n'est pas la réalité. Donc, il faut qu'il rectifie cela parce que ce qu'on dit, c'est la réalité. Maintenant, ça peut différer d'une commune à une autre et là, ça devient une question de personne. Sinon, je pense que tout ce qui a été donné comme réponse ici, c'est vraiment la réalité. Non, je ne pense pas qu'il parle de tout ce qui a été dit. Il y a un cadre bien précis. Je pense bien que c'est sa question. Même sur le PCD, c'est des réalités. On dit que c'est accessible. On leur montre la voie à suivre pour accéder donc à ces documents. Mais en même temps, lui touche du doigt la réalité dans sa commune. D'où la nécessité de nuancer. Bon, je pense qu'on se comprend. D'autres réactions, au fond? Passez le micro.
Ok, moi je me nomme Kafando Sayouba. Je suis le président du comité de dialogue de la commune de Nagarengo. Et je voulais répondre par rapport à ce que le collègue vient de dire. Et plus que les tests sont là pour réglementer la chose, mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. Et effectivement, actuellement, on a la chance qu'il y a les réseaux sociaux. Mais pourquoi ne pas vulgariser ces documents-là là-bas? Je sais qu'à Nagarengo, par exemple, le PCD de Nagarengo se trouve sur la plateforme Laramtaba. Donc, une fois que quelqu'un veut s'intéresser à ce document, directement, il passe sur la plateforme Laramtaba, il va trouver ce document-là là-bas. Et donc, je pense que si tous les communes décident en tout cas de vouloir bien vulgariser ce document-là, on n'aura même pas besoin de se rendre dans les communes, dans les mairies. Il suffit seulement avec son smartphone et télécharger le document en question et puis pouvoir mener les activités comme il se doit. Merci beaucoup, M. Kafando, pour votre réaction. Une dernière réaction par là. D'accord. Allez-y, madame. Merci. Sandrine Karambiri, je suis chargée de projet au Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Voilà, donc, de par expérience terrain, et lorsque nous nous rendons dans nos collectivités pour appuyer nos comités, et nous avons plusieurs fois sollicité des documents, notamment le budget, le plan de passation de marché, le plan annuel d'investissement. Par le passé, lorsque c'était des élus, c'était vraiment difficile d'avoir ces documents. À nous-mêmes, ils l'ont refusé. Voilà. Il y a plusieurs qui nous ont refusé. On était obligé de venir au niveau central ici à Ouaga pour récupérer ces budgets. Et quand c'est comme ça, ça crée un petit souci au niveau de la collaboration avec les comités et les autorités. Parce que c'est comme si on les a survolés venir à Ouaga du fait de leur refus. Aujourd'hui, ce sont les délégations spéciales. C'est vrai, ça a un peu changé, ça s'est amélioré, disons. Voilà. Mais jusqu'à présent, il y a souvent des réticences. Et lorsque même on nous remet, moi j'ai reçu des PPM, plans de passation de marché, qui n'étaient pas complets. Quand on demande, certains retirent des informations et ils nous les donnent. Donc c'est pour dire que les textes sont clairs, mais dans la mise en œuvre, c'est vrai, il y a des disparités. Voilà, c'est pas vraiment ça. Merci beaucoup, Madame Karambiri, pour votre réaction. M. Savadogo, vous vous rendez compte que le problème il est beaucoup plus profond? Oui, j'apprécie ce que Madame a dit parce qu'elle a dit certain. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Merci beaucoup au public de droite. Rapidement, par là, deux réactions. Allez-y, monsieur, prenez le micro. Et puis, bon, le micro, il est déjà confisqué. Bon, allez-y. C'est bon? Oui, allez-y. Oui. Présentez-vous et posez votre question. Oui, je m'appelle Zongo Yakuba. Je suis chargé des analyses et capitalisation au CRFP. J'ai une question pour M. Ouedraogo de la direction de la gouvernance locale. Allez-y pour votre question, M. Ouedraogo. Il a parlé un temps que dans la relecture du Code général des collectivités, il y a des volets qui concernent des modalités pour préciser la tenue des journées de redevabilité. Mais il y a le processus en amont. Qu'est-ce qui est fait par rapport à cela, par rapport notamment au débat d'orientation budgétaire? Parce qu'il a été donné d'entendre souvent dans des communes que c'est vrai que les débats d'orientation budgétaire sont prévus par le Code général pour permettre aux autorités communales de convier les populations, tenir des débats publics pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire à inscrire dans les budgets, notamment au moment de la planification. Mais souvent, on entend dire qu'il n'y a pas de modalités qui leur permettent d'aller dans l'application de ces dispositions-là. Est-ce que dans la relecture, cela est pris en compte, sinon un plaidoyer pour que, si c'est possible toujours, d'en tenir compte? Merci, M. Zongo. M. Ouedraogo, rapidement, une réponse. Bien. Alors, il faut dire que dans cette question, il y a deux volets. Alors, quand on prend la redevabilité de façon globale, alors, comme il l'a dit, alors, pour rendre compte, il faut d'abord qu'on ait expliqué ce qu'on veut faire pour pouvoir rendre compte, pour permettre à la population d'apprécier. Alors, donc, ça fait que dans le cadre de la relecture, on a fait de la tenue de la journée de redevabilité un critère de performance. Voilà, parce que là aussi, c'est l'une des réformes majeures, c'est-à-dire qu'on va procéder maintenant à l'évaluation des collectivités territoriales. Donc, il y aura des critères de performance et dont la journée de redevabilité est l'un des critères. Et il y a des activités à mener
au préalable pour pouvoir aller à la réduction de compte. Alors maintenant, pour ce qui concerne le volet budgétaire, je crois que M. Doyon l'a rappelé. Alors le mécanisme existe pour la session pour les débats d'orientation budgétaire. Mais il faut dire qu'en dernier ressort, ce n'est pas cette entité-là qui décide. Voilà, parce qu'il y aura le débat d'orientation budgétaire, mais le conseil municipal va se retrouver, ou la délégation spéciale va se retrouver pour adopter le budget. Donc il peut y arriver qu'il y ait véritablement des changements. Et il ne faut pas oublier aussi que quand vous adoptez le budget, il doit faire l'objet d'approbation. Donc ça veut dire qu'il y a une autre instance. Quand vous prenez pour les régions, c'est ce qu'on appelle la CTI, Commission technique interministérielle. Quand vous prenez les communes, vous avez les CTR, Commission technique régionale, qui vont approuver ce budget. Donc également, à ce niveau, c'est de voir est-ce que les prévisions, les orientations qui ont été données cadrent un peu avec la politique au niveau national. Donc il peut également arriver qu'il y ait des modifications à ce niveau. Merci M. Ouedraogo. Dernière réaction au public. Ok, merci bien. J'ai une question qui est adressée, je suis Kabouré Adama, voilà, éditorialiste et membre d'association. J'ai une question adressée à M. Ouedraogo, ensuite à M. Mohamed Sawadgo également. Et dans le cadre de la relecture du Code des collectivités territoriales, est-ce qu'il est prévu dans les innovations, comment on appelle, est-ce qu'il est prévu dans les innovations l'organisation des états généraux de la décentralisation, parce qu'après 30 ans de mise en œuvre, on constate d'énormes difficultés, d'énormes ralentissements qui freinent énormément le développement local. Et sur ce point-là, je voudrais demander également, en ce qui concerne les communes à statut particulier, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui sont composés par des arrondissements, qui ont des difficultés de fonctionnement parce qu'ils n'ont pas d'autonomie financière. Qu'est-ce qui est prévu pour ces arrondissements-là? Parce que leur action freine inéluctablement le développement, touche indirectement les populations. Et ce que j'ai aussi à poser à M. Sawadgo, le 21 juin dernier, nous avons vu une circulaire du ministère de l'administration territoriale, voilà, qui interpelle les gouverneurs des régions relatives à ces présidents de délégations spéciales qui osent, dans une transition, s'adonner à des ventes de terrain, alors que nous connaissons également que les collectivités territoriales ont des difficultés foncières, voilà, pour des investissements. Quand on prend certaines communes qui ont, par exemple, acquis des financements pour réaliser un CSPS, par exemple, et qui ne se retrouvent pas avec des terrains, quel mécanisme les délégations spéciales élaborent et quelle lecture faites-vous de vos collègues qui s'adonnent à cette pratique désastreuse-là? Merci beaucoup. Merci, M. Adama Kabré, pour vos questions. On commence par la dernière, M. Savadogo, avant de venir aux deux questions adressées à M. Ouedraogo. Allez-y. Okay. Merci bien. Comme il a dit, effectivement, il y a eu cette correspondance-là, voilà, qui a été adressée donc, au gouverneur de région, voilà, qui, voilà, dans le cadre donc, de l'administration, ça va redescendre jusqu'au président de délégation spéciale. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas assez d'informations sur les situations sur lesquelles donc, les autorités ont dû donc, se baser pour prendre donc, la décision. Mais je me dis bien que si, en fait, ils ont pris en fait, une telle correspondance, peut-être qu'il y a eu certainement des cas et qu'ils veulent donc attirer l'attention de l'ensemble des présidents de délégations spéciales pour éviter donc que ceux qui ne sont pas dans cette situation, voilà, ils mettent en tout cas les pieds. Voilà. Sinon, bon, apprécier ce qu'ils font, je n'ai pas assez d'éléments. Je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier cela parce que, bon, il faut vraiment avoir assez d'informations voilà, avant de se prononcer. On vous comprend parfaitement. Oui, oui. Monsieur Ouedraogo, la question maintenant relative à la nécessité d'organiser des états généraux après plus de 30 ans d'histoire avec la décentralisation. Premièrement, allez-y. D'accord. Alors, je crois que je disais en début d'émission, quand j'ai rappelé les cycles de la décentralisation, alors que nous sommes à notre 3e cycle, et en 2015, nous avons fait ce qu'on appelle l'état des lieux de la décentralisation, qui a permis de voir les insuffisances et également de relever les acquis. Alors, donc, pour l'état général de la décentralisation, en fait, ce n'est pas une réforme qu'on pourrait mettre dans le Code général des collectivités territoriales, mais je crois que la dynamique est déjà lancée. Quand vous regardez, alors, il y a déjà ce qu'on appelle la Conférence nationale de la décentralisation, qui en principe doit se tenir chaque année et regroupe
tous les membres du gouvernement, y compris le président du FASO, et vous avez également tous les présidents de délégations spéciales, donc à l'époque tous les maires. Et à côté de la CONAD, la Conférence nationale de la décentralisation, il y a ce qu'on appelle le cadre de dialogue, voilà, gouvernement, président du conseil de collectivité territoriale, qui regroupe également ces acteurs, voilà, et pour discuter un peu de la question de la décentralisation. Alors maintenant pour la deuxième question. Elle est relative au statut particulier de certaines communes. Qu'est-ce qui est prévu comme innovation? D'accord. Pour les communes de statut particulier, donc on rappelle dans notre contexte, c'est Ouaga et Bobo. Alors, comme il l'a dit dans sa question, la commune de statut particulier est composée, est organisée plutôt en arrondissement. Alors, donc la question c'est de voir est-ce qu'on autonomise les arrondissements au regard, en tout cas, des attentes de la population par rapport à ce que les arrondissements mènent comme activité. Alors, nous sommes déjà au stade de projet, parce que le code n'est pas encore adopté, donc il peut subir des modifications à tout moment avant son adoption. Mais dans les perspectives, ce qui est prévu, c'est d'autonomiser les arrondissements. C'est-à-dire faire en sorte que l'arrondissement devienne une collectivité territoriale et a les mêmes attributions qu'une commune. Et maintenant, il y aura ce système de péréquation des compétences entre la commune à statut particulier et l'arrondissement. Voilà, donc voici un peu ce qui est prévu. Donc faire en sorte que les arrondissements deviennent des communes autonomes. Merci beaucoup. On est en train de partir vers la fin. Nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission. Mais avant, un dernier tour de table et nous restons avec vous, Monsieur Ouedraogo. Dites-nous, quelle assurance donnez-vous à ceux et celles qui nous ont suivis sur la prise en compte de leurs avis sur la gouvernance locale? Alors, l'appréciation que je pourrais faire, c'est déjà, en tout cas, saluer, j'allais dire, l'initiative de SERA-FP, voilà, parce que ce sont ces approches qui nous permettent aujourd'hui de définir un cadre juridique pour la redevabilité. Alors, c'est également inviter la population à faire j'allais dire, des collectivités territoriales. Bon, quand on appelle commune, ça veut dire que c'est une maison commune. Alors donc de faire en sorte que ce soit véritablement une maison commune et se sentir concerné par tout ce qui se passe au niveau de sa localité. Mais quelle assurance leur donnez-vous? Est-ce que les avis seront pris en compte? Oui, en fait, peut-être au niveau national, les avis peuvent être pris en compte, mais la prise en compte va se passer essentiellement au niveau local, au niveau des collectivités territoriales. D'accord. Monsieur Sébastien Kima, quels sont les grands chantiers au niveau des municipalités du Burkina? Les grands chantiers au niveau des municipalités du Burkina. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, c'est parce que le gouvernement de transition a conçu un programme de transition, mais qui est axé sur ses priorités. Voilà. Et donc, ce qui est demandé aux collectivités, c'est participer à la réalisation de ce programme-là qui, comme vous le savez, hein, c'est axé sur la reconquête du territoire, d'où l'interdiction justement parce qu'il faut mobiliser les ressources pour ces grands chantiers-là. Et donc, comme la période l'exige, il va falloir que les collectivités... Mais il y a quand même un pan de l'action que les collectivités peuvent mener, c'est toujours, comme on s'est rendu compte dans les reportages, continuer la sensibilisation, mener des actions pour pouvoir amener la population à adhérer au processus, à contribuer au développement de leur collectivité. Et je termine en disant qu'il faut que nous tous, nous comprenions que c'est un processus, c'est un cheminement. La décentralisation, c'est un cheminement. Et d'où il peut y avoir des incidents de parcours, ça au moins c'est sûr. Et il nous appartient de ne pas nous limiter à ces incidents de parcours. Et je pense que la période actuelle doit plutôt nous permettre d'arriver à une situation où nous allons constater que la décentralisation s'est améliorée après cette période. Donc c'est un processus, il faut accepter ce qui se passe, les retards. Je ne pense pas que ce soit des remises en cause. C'est des moments de revisiter ce
ce qui s'est passé jusque-là pour pouvoir aller un peu plus de là. Vous parlez des innovations, mais c'est parce qu'on a constaté ce qui s'est passé avant qu'on a le courage aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut saluer, ce courage qu'ont les dirigeants aujourd'hui de corriger au moins, de prendre les dispositions pour corriger afin que ce processus grandisse davantage. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Mohamed Sawadgo, vous êtes le président de la délégation spéciale de Saponé. À quand le prochain rendez-vous de transparence et de redevabilité dans votre commune? Je dirais bientôt, parce qu'on est en train d'organiser effectivement, et nous préparer donc pour cet exercice-là. Il n'y a pas de date pour le moment? Non. Pas pour le moment, c'est pour bientôt. Mais c'est pour bientôt. Oui, il faut dire que rien que nos budgets ne viennent d'être validés que récemment. Voilà, donc on dira bientôt. Juillet, hein. Oui, le budget rectificatif. Okay. Voilà, donc on dit que ça sera pour bientôt. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi pour terminer, c'est inviter vraiment la population à s'intéresser à la gestion de la chose qui leur appartient. Parce que la commune, comme le directeur le dit, c'est la maison commune, tout le monde doit s'y intéresser. Et par exemple, quand il y a des sessions, on fait des communiqués. Mais le jour de la session, vous n'allez pas voir beaucoup trop de gens. Voilà. Mais je pense que, en tout cas, de plus en plus, les gens s'intéressent parce qu'on a créé d'autres canaux également où, voilà, à travers les réseaux sociaux qui regroupent un certain nombre d'associations, tout. Donc, dès qu'on balance les informations, on voit qu'en tout cas, les gens réagissent et voilà, participent. Et je pense que c'est à travers ça déjà. Si vous avez déjà participé, vous n'avez même pas besoin qu'on vous donne le budget parce que tout est débattu jusqu'à la fin. Donc, en un mot, inviter les gens donc, à s'intéresser à la gestion de leur collectivité. Merci à vous. On termine avec vous, M. Herman Douagneau. Que retenir de tout ça? Je suis citoyen, j'observe la gestion de ma cité, je veux jouer mon rôle. Comment réagir? Merci. Je crois qu'on a quand même un processus qui a été mis en place pendant longtemps. Les citoyens ont tiré les leçons. Aujourd'hui, ils veulent compter, ils ne veulent plus figurer. L'autre chose que je dirais, c'est qu'effectivement, pour leur permettre de compter, il va falloir que, justement, au niveau des autorités aussi, on puisse ouvrir les portes, qu'on puisse leur permettre de rentrer. Et je dis toujours qu'un bon président de conseil de collectivité, c'est celui-là qui ne s'assoit pas dans son bureau, mais qui se lève et qui se promène dans sa commune pour voir un peu comment sensibiliser les populations, comment faire repousser un peu ceux qui sont installés anarchiquement, leur expliquer comment on doit tenir ensemble la cité, mais aussi appeler à leur contribution, parce qu'une seule tête ne peut pas tout faire. C'est aussi de voir dans quelle mesure, justement, le mécanisme de prise de décision n'est pas pris en otage par un groupe éclairé. Nous, on a mis certes en place des comités de veille citoyenne, mais si la population elle-même ne va pas vers ces comités ou que ces comités ne font pas redescendre les informations, et il va falloir, à un moment donné, c'est ce que le comité va décider que justement les délégations spéciales vont mettre en œuvre. Et on aura l'impression que c'est de la participation citoyenne, mais arrêtez, ce ne sera qu'une farce. Parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui ont été mises donc hors du processus décisionnel. Et nous invitons bien sûr justement ces comités également, en plus de la réalité des autorités, ces comités aussi doivent rendre compte parce qu'ils représentent la population. Merci beaucoup à Herman Douagneau. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du Centre d'études de recherche appliquée en finances publiques, CIRAFP. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à votre voisin, M. René Ouedraogo, directeur de la gouvernance locale au ministère en charge de l'administration territoriale. Merci d'être passé. À ma droite, à M. Mohamed Savadogo, président de la délégation spéciale de Saponé dans la région du Centre-Sud. Merci enfin à Sébastien Kima, secrétaire exécutif de l'Association des municipalités du Burkina. Merci à tous d'être passés sur ce plateau. C'est tout pour votre rendez-vous face aux veilles d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour réagir à cette émission, vous pouvez dès maintenant participer à un sondage en appelant au 321 sur le réseau Orange. C'est gratuit et ne vous prendrez pas plus d'une minute. Vos avis donc nous intéressent. N'hésitez pas. À très bientôt. Bonsoir. Bonne gouvernance. Ressources naturelles.
Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité.